Je voudrais parler de l'OTAN. Si quelqu'un a une question à me poser. Oui. Le moment est-il venu, à votre avis, de négocier une nouvelle organisation de la défense occidentale? Bien. Monsieur le Président. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire comment vous pensez, cette année, traiter les problèmes de l'Alliance Atlantique et par conséquent de l'OTAN, et d'autre part, le contentieux politique et peut-être stratégique franco-américain? Il est étonnant qu'on soit partisan de l'OTAN, qu'on soit adversaire ou réservé. Il y a une chose qu'on devrait avoir en commun, c'est le souci d'éclairer l'opinion et d'en débattre. Qu'est-ce que sont ces responsables politiques qui affirmeraient des convictions par ailleurs extrêmement légitimes, quelles qu'elles soient? Ce qui est illégitime, c'est de ne pas aller jusqu'au bout de sa logique et de ne pas informer les Français sur la réalité de l'OTAN et la réalité de la participation de la France au sein de l'OTAN. Ça, c'est un point qui doit éclairer tout le monde. Eh bien, en tant que chef des armées, et donc garant de la défense des intérêts vitaux et de la sécurité de la France, moi je porte la responsabilité des choix stratégiques de la nation. Un concept stratégique, il n'est pertinent que s'il est adapté à la situation, non pas que connaît notre pays, mais qu'il va connaître. J'ai souhaité il y a 18 mois que s'engage un débat lucide, serein, transparent, associant nos responsables politiques, militaires, parlementaires, chercheurs. Cela aboutit à un nouveau livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Et la défense de la France se joue désormais tout autant sur notre territoire qu'à des milliers de kilomètres dans l'espace ou sur les réseaux informatiques. Pour y répondre, il nous faut trois choses: une diplomatie forte, une défense forte, une Europe forte. J'ajoute des alliés sûrs. La diplomatie forte, c'est une France qui assume ce qu'elle est et qui s'engage. Dans le monde des puissances relatives, aucun État ne peut imposer seul son point de vue. Aucun. Et la coopération et la solidarité sont le fondement de l'action. Un État seul, une nation solitaire, c'est une nation qui n'a aucune influence. Alors nous parlons de l'OTAN. Rien ne peut faire qu'une loi s'impose sans amendement quand elle n'est plus d'accord avec les mœurs. Rien ne peut faire qu'un traité soit valable intégralement quand son objet s'est modifié. Et rien ne peut faire qu'une alliance reste telle qu'elle quand on changeait les conditions qui étaient celles dans lesquelles elle avait été conclue. Eh bien, je dis les conditions nouvelles. En effet, en raison de l'évolution intérieure et extérieure des pays de l'Est, le fait est que l'Occident ne se trouve plus actuellement menacé comme il l'était quand le protectorat américain fut installé en Europe sous le couvert de l'OTAN. Et en même temps que s'éloigne, ou que s'éloignait, ces alarmes se réduisaient. La garantie de sécurité, autant vous dire absolue, que donnait à l'ancien continent la possession par l'Amérique, et par l'Amérique seule, de l'arme atomique, de l'armement atomique, et la conviction où l'on était qu'en cas d'agression, elle emploierait cet armement sans restriction. Car depuis lors, la Russie soviétique s'est dotée d'un armement nucléaire capable de frapper directement les États-Unis, ce qui a naturellement rendu pour le moins indéterminées les décisions des Américains quant à l'emploi éventuel de leurs bombes, et ce qui a du coup privé de justification, je parle pour la France, non pas certes l'Alliance,
mais certainement l'intégration. D'autre part, tandis que se dissipe, tout au moins dans une certaine mesure, la perspective d'une guerre mondiale éclatant à cause de l'Europe, voici que d'autres conflits où l'Amérique s'engage dans d'autres parties du monde, comme avant-hier en Corée, hier à Cuba, aujourd'hui au Vietnam, ces conflits peuvent, en vertu de la fameuse escalade, prendre une extension telle qu'on aboutisse à une conflagration générale. Et dans ce cas, l'Europe, dont la stratégie est dans l'OTAN la stratégie de l'Amérique, y serait automatiquement impliquée dans la lutte, même si elle ne l'avait pas voulu. Et ce serait le cas de la France. Si l'imbrication de son territoire, de ses communications, de certaines de ses forces, de plusieurs de ses bases aériennes, de tel et tel de ses ports dans le système de commandement américain devait subsister plus longtemps. Il faut ajouter que notre pays devenant de son côté et par ses propres moyens une puissance atomique, est amené à assumer lui-même les responsabilités politiques et stratégiques que cela comporte. Et responsabilités que leur nature et leur dimension rendent évidemment inaliénables. Et enfin, la volonté de la France de disposer d'elle-même, ce qui est indispensable pour qu'elle croie à son propre rôle et pour qu'elle puisse être utile aux autres. Cette volonté de la France est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Le rapprochement avec l'OTAN conforte l'indépendance nationale. Notre éloignement proclamé et non réalisé avec l'OTAN limite notre indépendance nationale et nos marges de manœuvre. Par conséquent, la France, sans revenir sur son adhésion à l'Alliance atlantique, la France va d'ici au terme fixé comme ultime aboutissement de ses obligations, et qui est le 4 avril 1969. La France va d'ici là continuer à modifier les dispositions actuellement pratiquées pour autant que ces dispositions la concernent. Autrement dit, ce qu'elle a déjà fait dans certains domaines hier, elle le fera demain dans d'autres, en prenant, bien entendu, les dispositions voulues pour que les changements s'opèrent progressivement et pour que ses alliés ne s'en trouvent pas soudain et de son fait incommodés. Et d'autre part, elle se tiendra prête, suivant ce qu'elle a déjà réalisé à différents points de vue, elle se tiendra prête à régler avec tels et tels d'entre eux, je parle des alliés, les rapports pratiques de coopération qui pourront paraître utiles de part et d'autre, soit dans l'immédiate, soit dans l'éventualité d'un conflit. Et cela vaut naturellement pour la coopération alliée en Allemagne. Au total, il s'agit de rétablir une situation normale de souveraineté dans laquelle ce qui est français, en fait de sol, de ciel, de mer, de force, et tout élément étranger qui se trouverait en France ne relèveront plus
que des autorités françaises. On voit qu'il s'agit là non pas du tout d'une rupture, mais d'une nécessaire adaptation. 21 des 27 nations membres de l'Union européenne sont membres de l'Alliance. Et on voulait que j'attende la présidence française pour annoncer dans un grand élan de solidarité européenne qu'on n'avait aucun intérêt avec l'OTAN. 21 démocraties européennes dans l'OTAN. Sur 27. Depuis 1966, la France s'est reprochée de l'OTAN par étapes, mais le plus souvent sans le dire. Alors, ceci posé, j'ai entendu les interrogations qui ont été exprimées. Alors, si on met de côté les polémiques, une question centrale, au fond, a été mise en avant, celle de notre indépendance nationale. Sur ce point, je voudrais revenir sur les motifs exposés en 1966 par le général de Gaulle, dans le contexte qui était celui de l'Alliance atlantique de cette époque. Il s'agissait, entre guillemets, de rendre leur caractère complètement national à nos armées, dans la ligne affirmée en 1954 quand il s'était opposé à la communauté européenne de défense, quand on me dit infidèle à l'héritage du général de Gaulle. Il s'est opposé à la communauté européenne de défense. Aujourd'hui, je plaide pour l'Europe de la défense. Est-ce qu'on est infidèle à l'idéal gaulliste de plaider aujourd'hui pour l'Europe de la défense alors qu'on était contre la CED? Les choses ont changé. Et partant, il ne fallait plus avoir de troupes étrangères en France. Il ne fallait pas mettre de troupes françaises sous le commandement allié. C'était ça la décision qu'il a prise en 1966. Aujourd'hui, nos forces armées sont et resteront nationales, car nos forces armées sont l'expression ultime de notre souveraineté. Nos forces armées ne seront intégrées dans aucune armée supranationale, dont la responsabilité nous échapperait. Et d'ailleurs, personne n'en veut, pour dire les choses. On est vraiment dans le fantasme, car je n'ai pas vu, après d'innombrables voyages, d'innombrables rencontres, de gouvernements qui demandent une armée supranationale. Je n'ai pas vu un gouvernement qui, à la table du Conseil européen, demande que ça ne soit pas l'unanimité pour décider l'engagement des troupes nationales. C'est une évidence. Est-ce que l'argument important qui justifie le retrait est, en premier lieu, que l'organisation atlantique, je répète, risquait de nous entraîner dans une guerre contre la volonté de la France et contre la volonté de l'Europe, guerre voulue par les États-Unis pour leurs intérêts à eux? Je pense que c'est une question claire. Écoutez, c'est une question à laquelle je peux répondre non moins clairement, soyez tranquille. C'est un des arguments, sans aucun doute, bien que vous le présentiez un peu brutalement, c'est un des arguments, en effet, l'intégration, car c'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas, l'intégration des armées françaises à l'intérieur d'un système qui, en fin de compte, est un système dominé, ne serait-ce qu'à cause de la puissance par l'armée américaine, pourrait nous entraîner éventuellement dans un conflit qui naîtrait à propos d'une question qui ne nous intéresserait pas, qui n'intéresserait même pas l'Atlantique Nord, qui n'intéresserait même pas l'Europe. Ça peut s'imaginer et au contraire, n'est-ce pas, il est évident que sans intégration, l'Alliance nous permet de savoir si l'Alliance est en jeu ou non, si nous devons entrer en guerre en fonction de l'Alliance ou non. C'est un Premier ministre, on voit toutes les raisons que vous avez d'avoir pris ou que le chef de l'État a eu de prendre cette décision. Mais ce sont les conséquences. Et parmi les conséquences que l'on peut redouter, ne craignez-vous pas que, après qu'une certaine politique ait réhabilité l'Allemagne à ses propres yeux, vous n'ayez contribué à restaurer le nationalisme allemand? Et par l'exemple que vous avez donné, en recréant une armée nationale française, en quelque sorte, ne craignez-vous pas d'inspirer aux Allemands l'idée qu'un jour viendra où leur armée deviendra aussi nationale et qu'ils créeraient, ce qui est encore plus redoutable, à mes yeux tout au moins, un grand état-major allemand dont l'histoire prouve quel rôle il a joué et quel rôle néfaste il a joué dans la politique mondiale? C'est donc plus sur cette conséquence-là que sur les causes de votre décision que je vous interroge. Écoutez, si M. D'Aberna, n'est-ce pas, au lieu de faire comme je me suis permis de lui reprocher les questions et les réponses, m'avait demandé quels étaient les arguments qui avaient provoqué cette décision, je leur ai dit qu'il n'y avait pas que celui-là. Il y en a bien d'autres. Il y en a par exemple un autre extrêmement important. Que signifie l'intégration?
à une époque où la guerre est essentiellement la guerre atomique, où la seule arme de la décision, c'est l'arme atomique, où c'est particulièrement vrai d'ailleurs en Europe, puisque les forces conventionnelles de l'Est ont une supériorité énorme, au moins 3 contre 1, et que par conséquent, s'il devait y avoir une attaque, on ne pourrait les arrêter que par l'arme atomique. Or, l'arme atomique n'est pas intégrée, et ça n'est pas la France qui a donné l'exemple, puisque les États-Unis ont été les premiers à avoir l'arme atomique et ne l'ont pas intégrée. La Grande-Bretagne l'a eu ensuite, et elle ne l'a pas intégrée, et la France a suivi l'exemple et n'a pas intégré la sienne. Oui, nous sommes les alliés des États-Unis. Nous sommes des amis, mais des amis debout, des alliés indépendants et des partenaires libres. Et j'assume que dans le monde moderne, on doit pouvoir changer des décisions prises. Il y aura bientôt 50 ans. Faudrait-il, au nom de l'héritage gaulliste, renoncer au traité de non-prolifération que de Gaulle rejetait? Toute sa vie politique, le général de Gaulle a rejeté tout traité de non-prolifération. De telle sorte que l'intégration, en réalité, est une intégration parallèle, secondaire, mais qui a pour principal résultat de nous rendre prisonniers d'un système dont nous ne sommes pas maîtres, dont nous ne savons pas où il peut nous entraîner. Oui. Alors, sur ce point, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous citer un cas dans lequel ce système d'intégration a déjà engagé un pays européen ou plusieurs pays européens dans une guerre contre leur volonté? Y a-t-il un cas? Naturellement, je comprends que pour l'avenir, c'est le devoir du gouvernement de prendre les précautions, mais enfin, l'avenir, c'est l'avenir. Pour le moment, pouvez-vous citer un cas? Mais c'est de l'avenir que nous nous préoccupons. Et figurez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'avoir été entraîné dans la catastrophe pour vouloir s'en passer. Naturellement, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est le devoir. Vous me permettrez de vous dire que si nous avions attendu d'avoir été entraînés dans une guerre atomique pour découvrir que l'intégration nous y menait, eh bien c'est pour le coup que le peuple français aurait le droit de nous le reprocher. Certainement, certainement. Le devoir est de prévoir, mais jusqu'à présent, une politique doit s'articuler sur quelques réalités. Et les réalités sont par exemple qu'au Vietnam, le général de Gaulle a dit nommément qu'au Vietnam, on pouvait être engagé par cet engrenage. Il n'y a pas de troupes européennes contre la volonté des pays européens. Tous ont refusé. Mais monsieur Bernard, il ne s'agit pas, écoutez, ne faites pas semblant, vous connaissez très bien les problèmes, ne faites pas semblant de croire que nous sortons de l'OTAN parce que nous ne voulons pas envoyer quelques bataillons au Vietnam. Mais bien sûr que non, je ne dis pas ça non plus. Il suffit de notre volonté pour ne pas envoyer quelques bataillons au Vietnam. C'est bien la preuve. Mais ce n'est pas par là que nous risquons d'être entraînés dans une guerre. Nous risquons d'être entraînés dans une guerre à partir du moment où cette guerre deviendrait une guerre mondiale entre les États-Unis d'un côté, la Chine ou la Russie de l'autre, et où elle prendrait les proportions de la guerre mondiale et de la guerre atomique. Or, cette guerre, elle peut naître à propos de l'Asie, comme elle peut naître à propos de l'Europe. La preuve, elle a failli naître à propos de Cuba. Or, Cuba n'était pas couvert par le traité de l'Alliance Atlantique. Absolument pas. D'ailleurs, à cette époque-là, le général de Gaulle et le gouvernement français ont immédiatement fait savoir au président Kennedy qu'il serait avec lui si la guerre éclatait, car nous estimions que c'était l'intérêt commun de l'Occident, de l'Alliance et de la paix, et le meilleur moyen de préserver la paix. Mais Cuba pouvait provoquer une guerre, et nous y serions trouvés engagés, même si nous ne l'avions pas voulu. Vertu de quoi? Alors que ça... Parce que figurez-vous, figurez-vous que le jour où les bombes atomiques s'échangeront entre le commandement américain des troupes en Europe, par exemple, qui se trouve à Fontainebleau, et eh bien, je crois que nous serons en tout cas sous les bombes, même si elles ne nous sont pas destinées, nous les recevrons quand même. Et vous croyez que s'il y a une guerre entre la Russie et les États-Unis, l'Europe, dans son ensemble, qu'elle soit dans l'OTAN ou pas, va échapper? C'est ça la question. Je crois que si nous ne sommes pas intégrés dans le système américain, nous avons une meilleure chance d'y échapper. Enfin. Oui. Mais comment peut s'arranger dans l'hypothèse improbable, je suppose, d'une guerre, la coopération entre la France et les alliés? Je vois mal un système d'accords bilatéraux entrer en application dans un moment où la guerre est à 5-6 minutes, l'agression en tout cas à 5-6 minutes. Tout cela arrivera naturellement beaucoup trop tard. Vous vous trompez, car de toute manière, les 5 ou 6 minutes dont vous parlez ne peuvent jouer que pour l'arme atomique. Or, l'arme atomique, il n'y a pas d'intégration. Oui, et cependant, l'Angleterre reste dans l'OTAN, bien que son arme atomique ne soit pas intégrée. Je ne vois pas pourquoi on ne reste pas dans l'OTAN, puisque nous avons tous les avantages. Pourquoi voulez-vous... Alors, je vais vous poser une question, alors qui mérite qu'on lui réponde. Pourquoi voulez-vous que, parce que l'Angleterre et la France ont une position différente, ce soit l'Angleterre qui ait raison? Ah, je ne veux pas... Est-ce que ce n'est pas le fond du problème?
c'est un aspect important du problème, mais on ne peut pas dire que l'intégration prive la France de toute souveraineté. Ce point doit être clair pour le public. Elle ne prive pas de toute souveraineté. On a l'impression... Elle ampute nettement sur sa souveraineté, c'est évident. Non, Monsieur le Premier ministre, je ne repose pas ma question sur le nationalisme allemand. Je crois que vous l'avez entendu. Pouvez-vous y répondre? La France fait sa politique et celle qu'elle juge conforme à son intérêt. Elle reste d'ailleurs, et elle reste fidèle à l'Alliance. Quant à l'Allemagne, l'Allemagne est certainement dans une situation différente de la nôtre à l'heure actuelle. L'Allemagne est dans une situation différente, et c'est pourquoi nous comprenons d'ailleurs que ses préoccupations et quelquefois ses réactions ne soient pas exactement les mêmes que les nôtres, malgré l'amitié franco-allemande qui est maintenant tout à fait établie. En effet, l'Allemagne est coupée en deux, et même en trois, avec Berlin. Elle est infiniment plus menacée directement que nous ne le sommes, dans la mesure où une menace vient de l'Est. Elle a des questions, des problèmes, comme le problème de ses frontières, sur lesquels il n'y a pas toujours de sa part de déclarations concordantes, ou en tout cas, beaucoup considèrent en Allemagne qu'il y a une question de poser. Et puis enfin, elle a pris par les accords de 54 un certain nombre d'engagements, comme vous savez, et notamment celui de ne pas fabriquer l'arme atomique. L'Allemagne est donc dans une situation différente, et je ne vois pas pourquoi ça nous obligerait à avoir exactement la même attitude qu'elle. On peut avoir une alliance qui fonctionne très bien, avec des accords, soit bilatéraux, soit multilatéraux. Il peut y avoir des... Non. Je crois qu'il voit dans le dégagement, je me permets de faire une seconde son interprète, il voit dans le dégagement de la France une valorisation de la position allemande au sein de l'Alliance Atlantique. Et vous reconnaissez implicitement que l'intégration est le seul système qui imposait à l'Allemagne des discriminations? Pas du tout, absolument pas. Les discriminations, dans la mesure où vous appelez cela des discriminations, viennent d'une situation de fait à laquelle ni nous ni les Allemands ne peuvent rien, et dont elle ne pourra sortir qu'à partir du moment où un traité de paix aura commencé par autoriser sa réunification qui est à l'heure actuelle, j'en suis convaincu, son objet principal, et réunification dont nous pensons, nous Français, et nous le disons aux Allemands en toute amitié et en toute confiance, qu'ils ne peuvent espérer la retrouver que dans une détente générale et dans un accord qui, en Europe, dépasse les limites de l'Europe occidentale et de l'OTAN. Voilà ce que nous croyons. Il y a beaucoup de gens qui m'interrogent sur la réalité du partenariat franco-allemand et qui m'appellent à défendre l'amitié franco-allemande. Je vais vous dire que le rapprochement de la France avec l'OTAN, croyez bien, c'est un grand élément de l'amitié franco-allemande. Et que nos partenaires, nos amis, nos alliés allemands sont bien heureux de ce mouvement qui va renforcer l'Europe. Et la France, parce que c'est son intérêt, parce que c'est son choix, occupera toute sa place dans ce partenariat transatlantique. Allié libre, allié solidaire, allié indépendant et allié engagé. Mesdames et messieurs, j'espère que vous l'avez compris, cette décision sera l'aboutissement d'un processus. Et je suis très fier de l'action de la diplomatie française menée par Bernard Kouchner, ministre de la Défense, l'action du ministre de la Défense Hervé Morin, ministre des Affaires européennes, Monsieur le maire. Et ce processus permettra une autre chose, c'est de mieux informer les Français. Et finalement, si on s'est donné tant de mal avec le Premier ministre sur cette question, c'est pas parce que nous doutions, c'est parce qu'il a fallu faire face à un grand retard de pédagogie et d'information. La démocratie a son exigence, et cette exigence, c'est la vérité. Et il était temps de dire aux Français quelle était la vérité sur notre situation dans nos rapports avec l'organisation atlantique. Je vous remercie.